Merci beaucoup Corinne. Donc merci de m'accueillir dans cette assemblée. Donc je suis Pascal Alfonsi, je suis anesthésiste, je suis chef de service d'anesthésie à l'hôpital Paris-Saint-Joseph, qui est dans le 14e arrondissement. Et je vais donc faire une présentation sur... je vais essayer de répondre à la question que Corinne a posée sur les similitudes et les différences. Donc je n'ai aucun conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. Alors, j'ai essayé de schématiser un petit peu tout, et donc en fait, ce qui est clair et pour tout le monde, et on va vite passer dessus, c'est qu'on arrive quand même à... Première chose, c'est que c'est un parcours de soins qui est centré sur le patient, et ça, plus personne ne se remet ça en question. Donc maintenant, l'approche qu'on a de toute pathologie chirurgicale ou médicale, c'est qu'on met le patient au centre, et c'est lui qui est le principal acteur des soins qui vont lui être administrés. Et puis après, j'ai essayé de poser quelques paramètres de comparaison, aussi bien en termes d'objectifs, entre les deux parcours de soins, la démarche de soins, l'organisation de la prise en charge, la sélection des patients et enfin la gestion des risques. Par ailleurs, je suis membre de GRACE. GRACE, c'est un groupe de réhabilitation améliorée francophone qui est multidisciplinaire, qui regroupe des chirurgiens, des anesthésistes, des nutritionnistes, des kinés, à peu près toutes les professions de santé qui veulent s'investir dans la réhabilitation précoce ou améliorée. Donc si on prend le premier paragraphe, le premier paramètre, l'objectif, le retour rapide au domicile, eh ben, on est tous d'accord en fait. Le principe, c'est quand même l'autonomie du patient. Le retour le plus rapide possible du patient à un niveau d'autonomie, c'est-à-dire qu'il puisse s'alimenter, qu'il puisse déambuler, qu'il puisse rentrer chez lui, qu'il ne soit pas trop somnolent et qu'il puisse avoir une vie sociale. Et donc en fait, c'est clair, c'est que que ce soit un programme de réhabilitation améliorée ou que ce soit un parcours de soins de chirurgie ambulatoire, eh bien pour nous anesthésistes, et là je parle au nom de l'anesthésie, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une épargne morphinique pour éviter les nausées, vomissements et la somnolence. Et puis la morphine, ça marche très bien sur la douleur au repos, mais ça ne marche pas bien sur la douleur à la mobilisation. Alors on va rajouter des anesthésiques locaux, que ce soit sous forme de cathéter périnerveux ou d'injection intraveineuse pendant un certain nombre de temps, parce que ça permet de réduire la douleur et ça permet en même temps d'avoir une bonne analgésie à la mobilisation. On va réchauffer nos patients, parce que ça c'est important, c'est un stress. On dort les patients, ils deviennent hypothermes, et le temps de récupération de cette température initiale prend un certain temps, qui va être délétère sur le retour à l'autonomie. On va bien sûr prévenir systématiquement les nausées et vomissements pour qu'ils puissent s'alimenter. On va enfin bien limiter le jeûne pour éviter qu'il arrive déshydraté et qu'il puisse vite récupérer. Et enfin, bien sûr, ça c'est notre cuisine, on va utiliser des agents anesthésiques qui ont plutôt des courtes durées d'action. Donc ça, je dirais, tout le monde est d'accord là-dessus. Il n'y a pas de différence entre une démarche de parcours de réhabilitation ou une démarche d'ambulatoire. Alors si maintenant on rentre plus précisément dans la démarche et l'organisation des soins qui ont trait à ce type d'organisation, qu'est-ce qu'on constate? Déjà, dans la chirurgie ambulatoire, là on est tous d'accord aussi, c'est que c'est une organisation, c'est pas quelqu'un dans son coin qui va organiser. C'est pas le chirurgien qui va organiser de l'ambulatoire, c'est pas l'anesthésiste qui va organiser de l'ambulatoire. Ce sont des acteurs de santé qui vont se mettre autour d'une table, qui vont discuter, qui vont établir un parcours de soins, définir une chirurgie, une procédure, et qui vont définir ce parcours de soins. Et donc, c'est clair qu'il y a, dans tous les parcours de soins d'ambulatoire, à terme, le trinôme, chirurgien, anesthésiste, et un rôle de coordination. Et puis, bien sûr, des infirmiers, des aides-soignants qui sont formés, des infirmiers spécialisés pour certains cas bien particuliers, certaines chirurgies, des contacts avec le médecin traitant, bien qu'on sache que ce n'est pas toujours fait, mais enfin, il faut bien en prendre conscience. Les gens rentrent chez eux le soir. Leur premier interlocuteur, quand ils ont un problème, la J1 ou la J2, ça peut être le médecin traitant. Et probablement, il faut toujours les investir dans l'information. Et puis, il faut qu'il y ait une administration qui nous soutienne, c'est-à-dire qui aide en mettant en place des structures d'accueil, qui mettent en place tout un nombre de systèmes de coordination qui nous permettent de faire au mieux la chirurgie en ambulatoire. Alors, je sais que Corinne, elle n'aime pas ça, mais c'est vrai. La chirurgie ambulatoire, c'est de la gestion des flux. Et donc, c'est défini sur le plan réglementaire, on le sait, on a une limite de temps. Tout doit tenir dans les 12 heures. Et encore, c'est un faux 12 heures. On sait pertinemment qu'une structure d'ambulatoire à terme ne peut pas faire que des colectomies en ambulatoire, puisqu'il faut garder le patient 6 à 7 heures en post-opératoire. Donc dans un programme opératoire, si vous voulez avoir une structure d'ambulatoire rentable, entre guillemets, il faut passer à 1,5-2 patients par poste, et c'est clair qu'on ne peut pas faire toute la chirurgie lourde en ambulatoire, entre autres pour ce problème. Mais c'est surtout un problème de gestion de flux, on en rediscutera sûrement. Et puis, maintenant, parlons un peu de la réhabilitation. Donc la réhabilitation, en fait,
quelle est la différence fondamentale, à mes yeux, qu'il y a entre de la chirurgie ambulatoire et de la réhabilitation? C'est qu'en fait, on n'a pas affaire à la même chirurgie. Et on n'a pas affaire à la même chirurgie chez les mêmes patients. Je m'explique. C'est qu'en fait, la base conceptuelle qui a été définie par Kellett et Villemort il y a maintenant une vingtaine d'années, c'est de dire qu'en fait, la chirurgie, c'est une agression, ce qui génère un stress, et ce stress va entraîner des modifications neuro-endocrines et inflammatoires qui, elles, vont ralentir la convalescence et fragiliser le patient sur le plan immunitaire. Et donc, en fait, pour Kellett, la réhabilitation, c'est simple. C'est vous créez un stress, et donc tout ce que vous allez faire, c'est d'essayer de limiter ce stress. Et en plus, ce qu'il décrit très bien, c'est que vous avez des facteurs intrinsèques au patient. C'est clair que le patient qui est diabétique, le patient qui est coronarien, eh bien, le stress, il ne le vit pas du tout de la même façon que le sujet jeune qui a fait son marathon la semaine dernière. Et donc, ces facteurs intrinsèques, il faut en prendre compte. Et la réhabilitation prend compte de ces facteurs-là. Et puis, il y a des facteurs aggravants. Ce sont tous les facteurs que nous, chirurgiens, anesthésistes, soins, nous allons commettre et qui vont ralentir la convalescence du patient. C'est, par exemple, prolonger le jeûne pour des raisons injustifiées. C'est, par exemple, ne pas bien prendre en charge la douleur pour des raisons injustifiées. Et donc, en fait, les programmes de réhabilitation, ils vont, comme pour les parcours de soins ambulatoires, investir tout un tas d'acteurs, toujours ce trinôme, chirurgien, anesthésiste, coordonnateur, on retrouve les mêmes, mais on va préparer notre patient. Donc, on va peut-être avoir besoin d'un diététicien, on va avoir besoin d'avis spécialisés, on va avoir besoin d'un infirmier spécialisé beaucoup plus souvent, et ainsi de suite. Et donc, tous ces patients-là vont être inclus dans des programmes qui vont être beaucoup plus développés qu'un simple parcours d'ambulatoire. Parce qu'en fait, on va prendre tous les facteurs qui ralentissent la convalescence et qui gênent la récupération du patient. Et donc, ces facteurs, ils ont déjà été listés. Et en face, eh bien, on va mettre en place tout un tas de procédures. On va systématiquement essayer de sevrer les patients dans leur prise d'alcool, le sevrage tabagique. On va systématiquement leur donner des carbohydrates en préopératoire immédiat. Pardon. On va systématiquement faire la promotion d'une chirurgie mini-invasive. On va systématiquement leur faire des corticoïdes pour les aider à récupérer. Et on va par exemple gérer la volémie en préopératoire. Tous ces facteurs-là vont aider le patient et vont lui permettre de récupérer plus vite et de rentrer totalement dans le programme de réhabilitation. Et là, on arrive au point suivant, qui est la sélection. Non. La chirurgie ambulatoire, par définition, historiquement, je dirais, ça a été défini comme ça, c'est de la chirurgie mineure. Et les seuls critères de sélection, c'était donc le type de chirurgie et les critères de sélection médicaux. La réhabilitation améliorée, il n'y a pas de critères de sélection, c'est une technique universelle. En fait, il faut imaginer que ça, ce sont les patients dont on doit s'occuper. Parmi ces patients, comme je vous l'ai dit, il y a celui qui fait le marathon en 2 heures. Celui-là, je dirais à la limite, on peut lui faire n'importe quoi, il s'en sortira toujours. Puis il y en a, il faut un petit peu qu'ils se préparent s'ils veulent passer l'épreuve. Et puis, il y en a certains, on se demande, ils sont au départ de l'épreuve, mais on ne sait pas sûr qu'ils vont arriver à la fin. Et dans la réhabilitation, on va essayer de les faire passer la ligne d'arrivée. Si on reprend maintenant les différentes chirurgies en fonction d'un risque qui est classique, que vous connaissez bien, qui est le risque lié au type de chirurgie mineure, intermédiaire ou majeure. Il est clair qu'on peut les définir comme ça, et il est clair aussi que le taux d'ambulatoire qui est envisageable dans le futur proche, ou déjà aujourd'hui, mais dans un futur proche, il est simple. C'est clair que pour une chirurgie mineure, plus de 80%, les 20% qui restent, c'est des patients qui ont des contre-indications médicales à être en ambulatoire, ou qui sont seuls chez eux, qui n'ont pas d'accompagnant, mais c'est une extrême minorité. Et puis vous avez des chirurgies intermédiaires basses, probablement on est à 60%, probablement on va pouvoir monter un peu au-dessus, mais on n'atteindra jamais les 100%. Et puis vous avez des chirurgies intermédiaires hautes, par exemple une coloscopie par laparoscopie, une colectomie par laparoscopie. Aujourd'hui il y en a qui en font en ambulatoire. Est-ce que tous les patients sont éligibles à l'ambulatoire? Je ne le pense pas, on pourra en discuter. Est-ce que c'est 10%, 15%, 20% de la population? On n'en sait rien. Et puis vous avez des chirurgies, honnêtement, aujourd'hui, en tout cas, je ne l'imagine pas, faire une DPC par laparotomie en ambulatoire, je ne pense pas qu'un jour on y arrivera. Donc quand on reprend cette note qui avait été éditée par les directeurs des ARS, pour les directeurs des agences ARS, disant qu'en fait, par définition, tout acte de chirurgie était un acte potentiellement en ambulatoire, est un peu, à mes yeux, déraisonnable. Parce qu'on arrive au dernier point, qui est la gestion des risques.
Si je reprends les recommandations de ma société savante, la SFAR, elle a édité des recommandations sur la prise en charge des patients ambulatoires, et elle le dit bien, la prise en charge doit se faire sans risque majoré pour le patient. Et c'est vrai que la chirurgie ambulatoire aujourd'hui est une chirurgie où les risques sont extrêmement faibles. Parce qu'en fait, on a fait jusqu'à présent de la chirurgie mineure. Et donc, les risques vitaux potentiels qui peuvent survenir en post-opératoire sont extrêmement rares. Et c'est vrai, quand on prend cette grande série qui avait été d'un pays nordique qui vient du Danemark, on se rend compte qu'en fait, le taux de complications est extrêmement rare et que ce sont les complications graves sont extrêmement rares, rarissimes, et en tout cas aussi peu fréquentes qu'en périopératoire classique. Et donc il faut faire très attention, c'est qu'on parle du virage ambulatoire, mais il faut se poser la question si on ne va pas trop loin des fois. Et si je vais prendre un exemple, parce que c'est un sujet qui prête assez souvent à controverse, qui est la thyroïdectomie. Si on prend cette série, c'est plus de presque 1200 patients opérés de thyroïde. Et donc, en fait, c'est un papier d'anesthésie. Il comparait deux types d'anesthésie. Soit on le faisait sous anesthésie générale, soit sous locale. Et surtout, le chiffre qui m'intéresse, c'est dans les complications post-opératoires, les hématomes nécessitant une reprise chirurgicale, on est à 0,7%. C'est une complication qui est très rare, mais qui est très grave. Parce que quand on prend cette série espagnole, on se rend compte qu'en fait, les décès liés à une chirurgie de la thyroïde sont extrêmement rares, mais 30% des décès sont liés à cet hématome. Et donc, en fait, la question qu'on doit se poser, c'est quel niveau de risque doit-on accepter pour un patient? Est-ce que ces 6 décès, 7 décès sont acceptables dans notre pratique? Et donc, j'ai calculé, ça fait à peu près 19,5 décès pour 100 000 chirurgies de la thyroïde. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose. C'est vrai que c'est pas grand-chose. Mais quand on regarde le taux de mortalité maternelle en France, c'est 10,3 pour 100 000 naissances. Et c'est quelque chose qu'on n'accepte pas. Donc, est-ce qu'on peut accepter une mortalité sur un hématome compressif, sachant que c'est 30% dans ce cas précis, parce que le patient a été hospitalisé et qu'il a pu retourner au bloc assez rapidement. Mais quand il est chez lui et qu'il fait son hématome, ils ne sont pas tous morts. Certains sont morts, d'autres pas. Donc, c'est une question, à mon avis, qu'on doit toujours garder en tête. Et si on reprend ce registre ERAS, donc ERAS est un groupe qui fait de la réhabilitation multicentrique internationale, et ils ont regardé sur un collectif de 2000 et quelques patients opérés d'une chirurgie colique, et les complications graves, c'est donc 11,3%, et quand on regarde l'hémorragie post-opératoire, dans la même définition, c'est-à-dire hémorragie qui avait nécessité un traitement, soit une transfusion, soit une reprise chirurgicale, on est au même pourcentage, 0,7% que pour les thyroïdes avec les hématomes compressifs. L'excellent chirurgien Benoît Gignot, qui travaille à la clinique de la sauvegarde à Lyon, a publié cette série, et je ne peux pas être totalement en accord avec la conclusion. En l'occurrence, c'est dans l'abstract, mais qui dit qu'en fait, si on fournit les mêmes soins à domicile qu'à l'hôpital, il n'y a pas plus de risque pour le patient en post-opératoire. Ce qui signifierait, et là ça remet un petit peu en question notre modèle, c'est est-ce qu'on est mieux soigné chez soi qu'à l'hôpital? Mais ça, on peut en discuter. Donc pour en résumer, si on reprend les différents points que j'ai abordés, donc processus, c'est la même chose, c'est un parcours de soins centré sur le patient, transversalité. L'objectif, c'est de renvoyer les gens le plus vite possible chez eux. Dans la démarche, l'organisationnel va dicter le médical, alors que dans le programme de réhabilitation, c'est le médical qui va dicter l'organisationnel. La gestion des flux pour l'ambulatoire, médecine basée sur les preuves pour le programme de réhabilitation. Il existe des critères de sélection, quoi qu'on en dise, sur la chirurgie ambulatoire, alors qu'il n'y en a pas sur les programmes de réhabilitation. Et enfin, on s'adresse à une chirurgie à une très faible morbidité, voire la gestion des risques, elle doit être avec un risque vital proche de 0, alors qu'on peut prendre en charge dans les programmes de réhabilitation des patients avec un risque vital plus important, post-opératoire. En conclusion, donc, il y a, à mon avis, à mes yeux, peu de similitudes et beaucoup de différences. Les points communs, c'est le parcours centré, comme je l'ai dit, la démarche, l'aptitude à la sortie. Les différences, c'est l'organisation, la sélection et la gestion du risque post-opératoire. Je vous remercie. Quelqu'un veut intervenir ou...
préférez garder vos questions, c'est ça? Vous en avez fait une bonne liste, hein? Alors, qui me rappelle pas qui après?